Le Colorado est un état montagneux de l'Ouest américain qui représente une destination idéale pour les amateurs d'aventure et de paysages à couper le souffle, parce qu'il compte pas moins de 4 grands parcs nationaux ainsi que de nombreux sites historiques. Malheureusement, là-bas, comme partout ailleurs, une multitude de disparitions sont à déplorer chaque année, et au cours de l'année 2003, c'est pas moins de 3 jeunes femmes qui s'y sont volatilisées dans des circonstances très étranges. Si au départ ça semble n'être que des coïncidences, l'histoire va prouver que ça n'était pas le cas, parce que, peu avant, elles fréquentaient toutes le même homme, un homme qui a réussi à passer sous les radars grâce à une couverture pour ainsi dire parfaite. Au moment des faits, l'individu collabore étroitement avec le FBI, qui ne va découvrir sa véritable nature que bien des années plus tard. Et en parlant de collaboration, j'aimerais vous présenter le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, qui, vous allez le voir, est sans doute un des sponsors les plus adaptés à la chaîne, j'ai nommé Detective Box. Detective Box, c'est des boîtes que vous recevez à la maison, et plutôt que de regarder des vidéos qui parlent d'enquête policière, c'est vous qui menez l'enquête. À l'intérieur de la box, il y a des pièces à conviction super réalistes, des rapports d'autopsie et autres documents vraiment bien foutus, et le tout, ça vous plonge au cœur d'une enquête palpitante. Il y a même une interface digitale qui donne accès à des briefings vidéo, des interrogatoires, des lieux à explorer en 360 degrés. Alors, franchement, en termes d'immersion, c'est vraiment le top. C'est un petit peu une sorte de mix entre série policière, escape games et jeux de société, le tout depuis le confort de votre canapé. Les enquêtes que propose Detective Box sont toutes inspirées d'affaires réelles, comme par exemple le tueur du Zodiac, l'affaire Ted Bundy ou encore le Golden State Killer, pour ne citer que celle-là. Et la dernière en date, c'est le tueur au tarot. Ça vient tout juste de sortir fin novembre, après plus d'1 an et demi de travail, et l'enquête, qui se déploie en 3 épisodes, est passionnante. Le scénario met en scène un tueur en série redoutable, le tueur au tarot, et le seul qui peut mettre un terme à sa folie meurtrière, c'est vous. Évidemment, comme pour les précédentes enquêtes, la box contient une multitude d'indices, de pièces à conviction, et puis tout ce qu'il faut pour vous permettre de résoudre l'enquête, seul ou avec l'aide de vos amis. D'ailleurs, en parlant de vos amis, avec Noël qui est tout proche, si vous voulez faire un cadeau sympa, qui change un petit peu des cadeaux classiques, type bouquin, parfum ou autre, Detective Box, moi je trouve que c'est une idée plutôt sympa. En plus, si vous offrez le cadeau à quelqu'un de vraiment proche, c'est un petit peu comme si vous faisiez le cadeau à vous-même, parce que je suis à peu près certain que vous serez invité à résoudre l'enquête avec eux. Et pour ne rien gâcher, Detective Box propose une réduction de 10% sur la nouvelle enquête, le tueur au tarot, mais en plus, avec le code RAFU10, vous bénéficierez de 10% de remise supplémentaire et la livraison vous sera offerte. Je vous laisse le lien en description pour que vous alliez voir par vous-même, mais pour l'heure, passons à l'épisode de HVI d'aujourd'hui, dans lequel je vous raconte l'histoire vraie incroyable d'un informateur du FBI qui était en parallèle un tueur en série. Générique. Au départ, une vie de famille recomposée peut ne pas être très simple à gérer. Chacun doit faire preuve de patience et de bonnes capacités d'adaptation sont nécessaires pour que tout le monde arrive à trouver ses marques. Cette situation, c'est celle de Laurie McLeod et de Scott Lee Kimball, 2 Américains qui se sont rencontrés dans un casino de Black Hawk, dans le Colorado, en janvier 2003, mais justement, quand ils se croisent pour la première fois, Laurie est célibataire et à 39 ans, elle tient à le rester. Cela dit, Scott est bien décidé à la séduire et il faut dire que l'homme de 37 ans a quelques atouts dans sa manche. Il est attentionné, gentil et surtout, il a l'air extrêmement digne de confiance. Pour ne rien gâcher, c'est un agent du FBI, ce qui achève de convaincre Laurie qu'elle peut le laisser entrer dans sa vie sans crainte. Enfin, dans sa vie, mais pas uniquement, parce qu'elle a une fille de 19 ans, prénommée Casey Down, qui est pour le moins vulnérable. Les parents de la jeune femme ont divorcé quand elle n'avait que 4 ans, et son parcours a été quelque peu compliqué. À l'adolescence, elle a tendance à tester un petit peu les limites, comme beaucoup, et quand elle atteint l'âge de 15 ans, ses rapports avec son père et sa mère sont devenus assez tendus. Pour apaiser les choses, Casey part un temps vivre chez sa tante, qui habite dans l'Arizona, et là-bas, elle fait d'assez mauvaises rencontres qui la placent sur une pente très glissante. Elle commence par prendre des médicaments, et petit à petit,
Elle en vient à essayer la méthamphétamine, à laquelle elle développe très rapidement une forte addiction. Casey arrive néanmoins à finir le lycée et obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, après quoi elle retourne vivre chez son père, Rob, dans le Colorado en 2001. Le problème, c'est que la jeune femme garde le mode de vie qu'elle avait quand elle habitait chez sa tante, elle traîne avec des gens peu fréquentables et maigrit même à vue d'œil à cause de sa consommation abusive de drogue. Son père lui fait alors comprendre que si elle ne se reprend pas très vite en main, il faudra qu'elle se trouve un autre point de chute. Malheureusement, c'est peine perdue et Casey décide d'emménager chez sa mère, qui rencontre Scott seulement quelques mois plus tard. Du coup, on peut comprendre pourquoi Lori n'a pas forcément la tête à entamer une nouvelle relation à ce moment-là. Mais l'agent du FBI se montre patient. Il a lui-même 2 fils issus d'un précédent mariage, Justin et Cody, âgés de 9 et 7 ans, et même s'il n'en a pas la garde exclusive, il sait qu'être parent n'est pas toujours chose facile. Il est compréhensif et visiblement, ça paye. Parce que le 14 février 2003, Lori accepte d'aller à un rendez-vous galant avec lui, une soirée à la suite de laquelle ils se mettent ensemble. Leur complicité se développe très rapidement et ça colle même si bien qu'ils se présentent leurs familles respectives dans les semaines qui suivent, y compris leurs enfants, qui eux aussi ont de très beaux rapports les uns avec les autres assez rapidement. Mais la solidité du couple est vite éprouvée, parce qu'à la fin du mois, Casey vole une carte bancaire qu'elle utilise pour faire plus de 3400 $ d'achats frauduleux. Résultat, elle se fait arrêter par la police. Suite à ça, comme on peut le deviner, les rapports entre mère et fille ne sont pas vraiment au beau fixe. Heureusement, tout ça a peut-être servi de leçon à Casey parce qu'elle semble revenir peu à peu sur le droit chemin à l'approche de l'été 2003. Elle entame un sevrage et reprend du poids, se trouve un petit ami et même un nouveau groupe d'amis qui ont une bonne influence sur elle, et cerise sur le gâteau, elle décroche un emploi dans un restaurant Subway. C'est dans ce contexte que Scott et Lori décident de s'installer ensemble courant juillet et louent une maison dans le comté rural d'Adams. Casey s'y installe avec eux et Justin et Cody sont là aussi quand leur père en a la garde. Comme je vous le disais au début de la vidéo, le couple est à la tête d'une famille recomposée qui, petit à petit, apprend à fonctionner ensemble. Mais cet équilibre encore fragile vole en éclats quand, le 21 août 2003, Scott trouve une fiole remplie de cristaux blancs qui ressemblent fortement à de la méthamphétamine dans la chambre de la fille de Lori. Cette dernière demande des comptes à Casey, qui lui soutient qu'elle maintient ses efforts et n'a pas repris la drogue depuis le début de son sevrage, mais après tout ce qu'il s'est passé, sa mère ne la croit pas et décide d'appeler la police pour lui donner une leçon. Le truc, c'est que le temps que Lori s'exécute, sa fille est montée sur son vélo et elle a pris le large. Casey prend une chambre dans un motel du coin avec son petit ami, Celestino Beauville, et Scott rassure sa compagne en lui disant qu'elle a sans doute simplement besoin de souffler un petit peu dans son coin et qu'elle va revenir quand elle sera calmée. Il ne le sait pas encore, mais il a tort parce que seulement 2 jours plus tard, le 23 août, la jeune femme ne se présente pas à son service du soir au Subway et arrête de répondre au téléphone. Lori panique et tente de joindre Scott, mais ce dernier, qui est un amoureux de la chasse, est à ce moment-là enviré dans les montagnes dans le but de dénicher des terrains adaptés à la chasse à l'arc. Il ne rentre que le lendemain et Casey n'a toujours pas refait surface, en plus de demeurer totalement injoignable. Sa mère tente bien évidemment de faire un signalement à la police, mais pour eux, il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Lori s'entend dire que sa fille a 19 ans, en gros c'est une adulte, qui plus est avec un passé très compliqué, donc les officiers pensent qu'elle est simplement partie volontairement. Scott, lui, tente de soutenir sa compagne du mieux qu'il peut dans cette épreuve. Il lui promet de demander l'appui de ses collègues au FBI pour aider aux recherches, et le couple se marie d'ailleurs 8 jours après, à Las Vegas, dans le but de faciliter tout ça, mais malheureusement, Casey reste introuvable. Et dans cette affaire, tout porte à croire que la police se trompe, ou ferme les yeux volontairement, parce qu'il s'avère que depuis le début de l'année, 2 autres jeunes femmes ont elles aussi disparu sans laisser de traces dans les environs. Bon, et là, vous allez peut-être me dire que des gens qui disparaissent, il y en a un paquet chaque année, alors pourquoi est-ce que ça aurait forcément un rapport ? Eh bien, parce que les concernées ont toutes un profil assez similaire. Elles sont jolies, elles ont la même tranche d'âge et un passé tumultueux. Tout d'abord, il y a Liane Christina Emery, qui est âgée de 24 ans début 2003. Tout comme Casey, elle est très vulnérable parce qu'au moment où elle se volatilise, elle se bat depuis des années contre des troubles bipolaires et une dépression. Quand elle atteint l'âge de 19 ans, sa mère a une rupture d'anévrisme et elle doit mettre ses ambitions professionnelles de côté pour s'occuper d'elle
et de sa petite sœur. Cette situation dure presque 1 an et par la suite, Liane peut enfin prendre à nouveau du temps pour elle, alors elle s'oriente vers du volontariat dans un refuge animalier avant de devenir technicienne vétérinaire. Elle s'épanouit énormément dans ce milieu, mais en 1999, elle perd son travail, ce qui la plonge dans une profonde détresse psychologique et la pousse dans les bras d'un homme peu fréquentable. Quand Kevin Niner, l'un de ses anciens camarades de lycée incarcérés, lui demande de l'aide pour sortir de prison, elle accepte et ils se mettent rapidement en couple avant de se marier dans la foulée. Leur relation se détériore très vite et à l'automne 1999, soit quelques mois seulement après son mariage, Liane est arrêtée par la police pour avoir menacé, arme en main, de tuer son mari, puis de sauter la vie dans la foulée. Pour ça, la jeune femme prend 2 ans avec sursis, mais elle reste néanmoins avec Kevin et se dégote un job de stripteaseuse. Malheureusement, peu de temps après, des clients abusent d'elle pendant qu'elle effectue une prestation privée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et même si son mari n'y est pour rien, pour une fois, Liane, qui est malheureuse déjà depuis un moment dans sa relation, dépose une demande de divorce au printemps 2002. Fraîchement célibataire, elle ne tarde pas à tomber amoureuse d'un autre détenu, un braqueur de banque du nom de Steve Hawley, après avoir correspondu un moment avec lui par lettre interposée. Cela dit, son nouveau petit ami n'entend pas rester derrière les barreaux bien longtemps, non pas parce qu'il va être libéré prochainement, mais plutôt parce qu'il prévoit de s'évader avec l'appui d'un ex-codétenu. L'homme en question, surnommé Hannibal, doit organiser l'évasion de Steve depuis l'extérieur avec l'aide de Liane, qui s'imagine déjà s'enfuir avec son homme. Dans le but de mettre le plan sur les rails, Hannibal prend contact avec elle fin décembre 2002 et on peut dire que tous les deux se donnent du mal. Ils s'appellent jusqu'à 17 fois par jour, mais alors que tout est sur la bonne voie, subitement le 16 janvier 2003, Liane annonce à ses proches qu'elle part en voyage au Mexique. Jusque-là, rien d'inquiétant, l'ennui c'est que, pendant son séjour, la jeune femme appelle sa sœur et sa cousine et que ses propos laissent entendre qu'elle est en danger. Liane leur fait comprendre à demi-mot qu'il risque de lui arriver quelque chose et il semble qu'elle avait de bonnes raisons de le craindre parce qu'elle n'est pas revenue de son voyage et que depuis le 29 janvier, elle est complètement injoignable. Le 1er février, Howard Emery, son père, se rend au commissariat pour faire un signalement parce qu'on l'a appelé pour lui dire qu'on a trouvé la voiture de sa fille abandonnée dans une zone isolée dans l'est de l'Utah avec toutes ses affaires encore à l'intérieur. En plus de ça, il a pu constater que la carte de crédit de Liane est toujours utilisée sans que ça ne soit sa signature sur les reçus en question, ce qui rend le tout encore plus suspect. Malheureusement, dans cette affaire aussi, le passé de la jeune femme joue en sa défaveur et on annonce à Howard que les preuves manquent pour ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. La police lui dit que sa fille a sans doute mis les voiles de son plein gré. Pour résumer, ils ne lèveront pas le petit doigt pour la retrouver. Pourtant, Steve, depuis sa prison, a l'air d'avoir une idée de ce qui est arrivé à Liane parce qu'il confie à son père qu'elle fréquentait des gens dangereux, mais quand il demande à rencontrer le FBI depuis sa prison pour leur en parler, il n'est pas pris au sérieux. Et comme je vous le disais, ce n'est pas tout, parce qu'une autre jeune femme a elle aussi arrêté de donner signe de vie début 2003, et les circonstances de sa disparition ne sont pas moins bizarres, bien au contraire. La seconde à disparaître, après Liane et avant Casey, c'est Jennifer Lynn Marcum, qui a 25 ans et maman d'un petit garçon de 5 ans. Au moment des fêtes, elle travaille elle aussi en tant que stripteaseuse pour joindre les deux bouts, un métier qu'elle pratique depuis plusieurs années, sans qu'il ne lui plaise vraiment. L'enfance de Jennifer n'a pas été facile parce qu'après le divorce de ses parents, survenu quand elle n'avait que 6 mois, elle passe 2 ans en foyer avec sa sœur. Adolescente, elle est assez rebelle et abandonne le lycée avant l'obtention de son diplôme. Elle entre alors très jeune dans la vie active, puis se marie, mais cette relation ne dure qu'1 an. C'est suite à son divorce qu'elle rencontre celui qui deviendra le père de son fils, auquel elle donne naissance à l'âge de 20 ans. Peu après, elle commence à danser dans un club de striptease, puis se sépare de son petit ami, et c'est là qu'elle fait la rencontre de Steve Ennis, un homme avec qui elle s'imagine très bien construire sa vie. Le truc, c'est que le dit individu n'est pas très porté sur le respect de la loi et que, fin 2001, il se fait arrêter pour avoir pris part à un gros trafic d'ecstasy, ce qui le conduit derrière les barreaux, où il est prévu qu'il passe quelques années. Après l'incarcération de Steve, Jennifer se retrouve assez isolée, et tout comme Liane avant elle, elle ne rêve que d'une chose, voir son petit ami sortir de prison, quitte à ce que des moyens peu catholiques soient employés. Mais contrairement à Steve Hawley, Steve Ennis, lui,
n'envisage pas de s'évader, mais plutôt de faire en sorte que celui qui compte témoigner contre lui ne puisse finalement pas le faire, quitte à ce qu'il meure si jamais c'était nécessaire. Ah oui, pas de témoin, c'est un petit peu comme pas de corps dans l'absolu. Pour ce faire, le trafiquant de drogue compte sur l'aide d'un autre détenu incarcéré dans la même prison que lui, Joe Scott, qui lui a proposé de faire le sale boulot pour lui après son imminente libération, ce qui doit être facilité par Jennifer. En effet, elle doit présenter à Joe le partenaire de Steve à l'extérieur, un dénommé Jason Price, parce que c'est lui qui doit fournir l'arme qui servira à, peut-être, abattre le témoin incriminant. Fin décembre 2002, Jennifer entre donc en contact avec l'homme qui vient d'être libéré, et le plan se met tranquillement sur les rails pendant les 6 premières semaines de l'année 2003, au cours desquelles il se passe de très nombreux coups de fil et se rencontrent une douzaine de fois. Rien ne le laissait présager à la base, mais il se trouve que ça colle plutôt pas mal entre Joe et la petite amie de Steve, qui en vient lui parler de sa vie personnelle et surtout de ses soucis en tant que jeune mère qui pratique un métier qu'elle n'aime pas et qui lui laisse trop peu de temps à passer avec son fils. Le hasard faisant parfois bien les choses, il se trouve que l'ex-détenu est propriétaire d'une chaîne de café à Seattle et qu'il cherche justement un gérant pour l'un d'entre eux, ce qui l'amène à proposer le job à Jennifer. Cette dernière en parle à Steve et il trouve que c'est une excellente idée parce qu'en attendant qu'il sorte de prison, ça pourrait permettre à sa compagne de se construire une meilleure vie. Et puis, en plus de ça, il lui confirme qu'elle peut faire totale confiance à Joe. Résultat des courses, le 16 février, Jennifer déménage toutes ses affaires chez lui, en prévision d'un embarquement sur un vol vers Seattle le surlendemain. La veille du jour J, elle téléphone à son petit ami en prison, en lui confirmant qu'elle va utiliser sa voiture afin de se rendre à l'aéroport. Malheureusement, il est fort probable que le nouveau départ tant espéré par Jennifer n'ait jamais eu lieu, parce que le 18 février 2003, elle disparaît sans laisser de traces. Ses proches ne parviennent plus à la joindre à partir de cette date, et le père de son fils confirme lui aussi l'avoir vue pour la dernière fois le 16 février. Son téléphone a d'ailleurs totalement cessé d'émettre le 17 février, après sa dernière conversation avec Steve, ce qui est loin d'être rassurant. La voiture de Jennifer est bel et bien retrouvée sur le parking de l'aéroport de Denver le 27 mars, et à ce moment-là, elle s'y trouve depuis déjà 37 jours. Mais il apparaît que sa propriétaire n'a jamais pris aucun vol, que ce soit vers Seattle ou vers une autre destination, ni le jour où elle l'y a laissé, ni même après. Alors oui, c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire que les disparitions de Liane, Jennifer et Casey n'ont rien à voir entre elles, même si elles ont des profils un petit peu similaires. Après tout, ça pourrait n'être que des coïncidences. Mais ici, ça n'a rien d'un hasard, et c'est Laurie MacLeod qui va aider Gary Thatcher, un enquêteur de la police de Lafayette, à mettre le doigt dessus, près de 3 ans après avoir vu sa fille pour la dernière fois. En effet, en janvier 2006, l'homme vient taper à la porte de la maison du couple Kimball. Il veut parler à Scott, pour une toute autre raison, mais ce dernier n'est pas là, et sa femme est incapable de lui dire où il peut le trouver exactement. Il se trouve que depuis l'année précédente, leur relation s'est fortement détériorée et Laurie est le plus souvent seule chez eux. Pire, elle soupçonne même son mari d'avoir une petite amie en Californie où vit son frère. Faute de mieux, elle accepte néanmoins de répondre aux questions de Gary et de fil en aiguille, la discussion débouche sur la disparition de Casey et les troublantes confidences qui avaient été faites à sa mère par Celestino Beauville, celui qui était le petit ami de Casey à l'époque. Selon son témoignage, le dernier à l'avoir vu, ça n'est pas lui, c'est Scott. Apparemment, l'homme est venu chercher Casey au motel où elle avait pris une chambre aux alentours de 17h pour l'emmener sur son lieu de travail le 23 août 2003, mais comme on le sait, elle ne s'y est jamais présentée. Laurie a évidemment confronté Scott à ce sujet, mais il lui a répondu que c'était complètement faux et que Celestino était sûrement drogué quand il lui a dit ça. Par la suite, des preuves que Casey était toujours dans le coin ont commencé à faire leur apparition. Le collier qu'elle portait le jour où elle a quitté la maison a été déposé par la suite dans sa chambre, à l'inverse de sa trousse à maquillage qui, elle, s'est évaporée comme si elle était venue la récupérer. La propriétaire du logement où vit le couple a également assuré à Laurie avoir vu sa fille dans une voiture avec son petit ami, et ce, après le 23 août. Scott, lui, mettait ses faits en avant pour rassurer sa compagne et lui dire qu'en gros, elle se faisait des idées. Mais non, tu vois, Casey va très bien, c'est juste qu'elle ne veut pas te parler pour l'instant, donne-lui du temps et elle reviendra vers toi quand elle sera prête. Si au début, Laurie a cru Scott, quand les semaines ont passé avant de devenir des mois et puis des années, elle en est finalement arrivée à se dire qu'il était peut-être bel et bien impliqué dans la disparition de sa fille.
Le fait est qu'au moment où ça s'est produit, l'homme n'était effectivement pas chez lui, mais dans les montagnes. Enfin ça, c'est ce qu'il prétend, parce qu'il y était seul et que personne d'autre ne peut le confirmer. Quand il entend tout ça, Gary tique beaucoup, d'autant plus que Scott ne semble pas avoir menti que en ce qui concerne la disparition de sa belle-fille. Quand Laurie dit à l'enquêteur que son mari est un agent du FBI, il pense immédiatement qu'il y a très peu de chances pour que ce soit vrai, et du coup, il contacte l'agence fédérale pour leur signaler que quelqu'un se fait passer pour un membre de leur personnel. On finit par le mettre en communication avec un certain Carl Schlaff, qui connaît très bien Scott Lee Kimball et qui a beaucoup de choses à dire sur lui, mais pas forcément les meilleures. Il s'avère que Scott n'a effectivement jamais été un agent du FBI, mais simplement un informateur, une place qu'il a eue pendant 1 an et qu'il a perdu justement après que Carl a découvert que l'honnêteté lui faisait cruellement défaut. Carl Schlaff était le superviseur de Scott Lee Kimball au sein de l'agence fédérale. Il est donc bien placé pour parler de lui à Gary, et ce qu'il va lui révéler va mettre en lumière un tout autre personnage. Retour au début de l'année 2002, quand la police d'Anchorage signifie au FBI que l'un de ceux qu'ils ont en détention actuellement a potentiellement des renseignements qui pourraient les intéresser. L'agence fédérale envoie un agent de liaison sur place, un homme qui se trouve être Carl Schlaff. À 42 ans, ce père de famille stagne professionnellement et cherche l'opportunité qui lui permettra de relancer sa carrière. Cette opportunité, il l'entrevoit en la personne de Scott Lee Kimball, un escroc à la petite semaine de 36 ans, déjà condamné 4 fois pour diverses fraudes et arnaques, qui s'apprête à purger 5 ans de prison après avoir réussi à s'évader d'un centre de détention provisoire. Et pour cause, le prisonnier lui donne d'importantes informations sur un crime que cherche à commettre son co-détenu, avant de lui proposer de l'aider à le coincer. En effet, le concerné, qui se nomme Arnold Wesley Flowers, a apparemment de très sombres projets en commun avec sa petite amie, Sompong Kamsompu. Ensemble, ils complotent dans le but de faire assassiner un juge, un procureur, ainsi qu'un témoin. Carl équipe Scott d'un micro et ce dernier enregistre son compagnon de cellule à son insu, alors qu'il œuvre dans le but d'embaucher un tueur à gages, ce qui permet l'inculpation du couple en mars 2002. Sur ce coup, la collaboration entre l'agent du FBI et le détenu s'est avérée plus que fructueuse, et ça ne s'arrête pas là, parce qu'après ça, l'escroc donne de nouvelles informations. Carl s'entend dire que Scott sait qui est l'assassin de Tom Wells, un procureur victime de meurtre à Seattle en octobre 2001, un crime qui reste pour l'heure non résolu. Un certain Jeremiah Jones, avec qui il a un temps partagé une cellule, lui a fait des aveux, et si l'homme a depuis été libéré, Scott en est sûr, il le connaît suffisamment bien pour réussir à le faire parler si jamais il le revoit à l'extérieur. À la lumière de ces nouvelles révélations, Carl commence à se dire qu'il a peut-être trouvé la poule aux œufs d'or qui lui permettra de résoudre des affaires importantes, et ce qu'il ferait très bien voir au sein du FBI. Résultat, il tire les ficelles pour faire transférer Scott à Englewood, une prison fédérale du Colorado, en avril 2002. Là-bas, le détenu laisse traîner ses oreilles un petit peu partout, et puis se lie aux uns et aux autres dans le but de dénicher des tuyaux qu'il pourrait refiler à Carl, ce qui se révèle efficace. Il se trouve que 2 hommes ont des plans particulièrement intéressants aux yeux du FBI parce que l'un projette de s'évader d'Englewood et l'autre de faire tuer quelqu'un qui compte témoigner contre lui. Et si vous avez bien suivi, vous aurez peut-être déjà deviné que les prisonniers en question ne sont autres que Steve Hawley et Steve Ennis. Il est à préciser que, même s'ils ont le même prénom, les deux ne se connaissent pas. Scott propose à Steve Hawley de l'aider à s'évader quand il aura été libéré, et Steve Ennis d'être sa main armée, histoire qu'il puisse faire taire ce témoin gênant. Chacun accepte et dit à celui qu'il pense maintenant être son complice qu'une fois à l'extérieur, il devra contacter sa petite amie parce qu'elle l'aidera à organiser tout ça. Liane Emery pour Steve Hawley et Jennifer McCroom pour Steve Ennis. Carl, lui, n'entend parler que du deuxième plan, mais ça le botte plutôt bien, ça le botte même tellement que le FBI, aidé par le ministère de la Justice, tente de convaincre un juge de faire libérer Scott. L'homme n'a à ce moment-là aucun antécédent de crime violent et admet que s'il a effectivement été très porté sur les escroqueries avant son incarcération, il a bien l'intention d'utiliser cette opportunité pour revenir dans le droit chemin. Du coup, ça passe crème et sous réserve que Scott comparaisse à nouveau au tribunal pour des méfaits commis un petit peu plus tôt en Alaska, sa remise en liberté est accordée.
Le 18 décembre 2002, l'homme est libéré et n'est même pas placé sous probation parce qu'il est maintenant officiellement un informateur du FBI sous la supervision de Carl Schlaff. Un informateur du FBI dont l'alias est d'ailleurs Joseph Lee Scott, ou plus simplement Joe Scott, et qui a également hérité du surnom Hannibal en prison, les deux identités sous lesquelles le connaissaient au départ Jennifer Marcum et Lian Emery. Dès sa sortie de prison, Scott se met au boulot dans le but de piéger Steve Ennis et présente même son entourage proche à Carle, ce qui ne fait que renforcer la confiance que ce dernier lui porte. En effet, son informateur ne lui a livré que des informations correctes et ne lui a jamais donné de raison de douter de son honnêteté jusque-là, mais assez vite, des grains de sable viennent se glisser dans les rouages de la machine qui paraissait si bien huilée. Le premier point douteux, c'est déjà la disparition de Jennifer Marcum. Quand Scott entre en contact avec la jeune femme, fin décembre 2002, Carl lui demande expressément de garder un œil sur elle, parce qu'étant donné qu'elle doit le présenter à Jason Price, le partenaire de Steve Ennis, sa collaboration est pour ainsi dire essentielle au bon déroulement du plan. Seulement, quand l'agent du FBI demande à son informateur où elle est passée, après sa disparition le 18 février 2003, il lui dit qu'aux dernières nouvelles, elle a pris un vol vers New York pour éliminer elle-même le témoin, et qu'apparemment, elle serait morte. Scott n'est pas capable de donner plus de précision et ses explications paraissent assez incohérentes parce que si Jennifer traînait effectivement avec pas mal de trafiquants de drogue, pour autant, elle n'était pas violente et personne n'avait de raison de la tuer. Dans le doute, Carl décide d'enquêter sur les allégations de son informateur, mais en attendant, le 11 mars, ce dernier s'envole pour Seattle parce qu'il doit y rencontrer Jeremiah Jones. Scott avait assuré qu'il pourrait aider le FBI à le coincer pour le meurtre de Tom Wells, mais une fois sur place, il ne pose pas les questions qu'on lui avait demandé de poser. Pire encore, son interlocuteur lui parle comme s'il le connaissait à peine. À vrai dire, à l'entendre, il semble très improbable qu'il ait pu un jour lui avoir confié avoir commis un meurtre. Ce fiasco pousse les agents du FBI de Seattle à se demander si Scott n'aurait pas tout inventé. Alors, au cas où, ils lui font passer un test polygraphique, et quand on lui demande si Jeremiah Jones lui a vraiment avoué avoir tué Tom Wells, Scott répond oui, mais le polygraphe, lui, indique que c'est un mensonge. Dans la foulée, un collègue de Carl lui envoie un mail pour lui dire qu'il pense que son informateur n'est pas fiable, mais le message n'est pas très bien accueilli parce que, malgré ce qu'il s'est passé récemment, l'agent a toujours confiance en Scott. En plus de ça, en avril 2003, malgré la disparition de Jennifer Marcum, la rencontre tant espérée entre Scott et Jason Price, le partenaire de Steve Ennis, se profile enfin. L'informateur a rendez-vous avec l'homme dans un restaurant et le dit rendez-vous est bien plus fructueux que celui qu'il a eu avec Jeremiah Jones le mois précédent parce que Jason accepte de parler avec lui d'un tout nouveau trafic de cocaïne qu'il est en train de mettre en place et ils discutent même ensemble du témoin que veut faire éliminer Steve. Malheureusement, après ça, les investigations de Carl l'amènent à découvrir que Scott lui a menti au sujet de Jennifer et qu'en plus de ça, un mandat d'arrêt est en cours contre lui dans l'État de Washington. À ce moment-là, il n'a pas plus d'informations sur le motif de l'émission du mandat, mais tout ça pousse l'agent du FBI à se dire que finalement, son collègue avait peut-être raison. Lassé du manque d'honnêteté de son informateur, il révoque son statut le 30 mai 2003, une chose que ce dernier n'apprend que début juin, après avoir été arrêté par la police sur ordre de son superviseur, puis placé en détention. Carl est assez énervé que Scott lui ait menti de la sorte, il décide donc de faire les choses à sa manière, un petit peu vicieusement, et ne va le voir en prison que 2 jours après, juste pour lui signifier officiellement que le FBI n'aura désormais plus besoin de ses services. Mais l'escroc a visiblement encore un tour dans son sac, parce qu'il lui répond que c'est bien dommage, étant donné qu'il sait qui a tué Jennifer Marcum. Scott raconte à Carl que Jason Price lui a dit avoir étranglé la jeune femme, puis avoir disposé de son corps en la jetant au fond d'une crique, située aux alentours de la ville de Riffle, dans le Colorado. Il précise également qu'il en est sûr parce que le meurtrier lui a montré une photo de lui avec la dépouille nue de Jennifer, encore attachée et bâillonnée. Comme on peut s'en douter, ces déclarations font débat au sein du FBI et même de la DEA, parce que Susan Hallonen, l'une de leurs agents, connaît bien Jason Price pour avoir écouté bon nombre de ses conversations. Elle ne croit pas une seconde qu'il puisse être coupable, parce qu'elle sait que l'homme tend à éviter l'usage de la violence à chaque fois que c'est possible. Alors pourquoi aurait-il tué Jennifer, contre qui il n'avait absolument rien? Susan Hallonen pense au contraire que c'est celui qui l'accuse qui a le plus de chances d'être le tueur,
Mais Scott réussit le test polygraphique qu'on lui fait passer, et à ce moment-là, personne ne parvient à trouver un mobile qui puisse le lier au meurtre. Du coup, la possibilité de rendre son statut à l'ex-informateur est mise sur la table, et c'est le oui qui l'emporte. Si Jason Price est réellement le meurtrier de Jennifer Marcum, l'aide de Scott pourrait être très utile au FBI, alors une fois encore, un juge accepte d'abandonner les charges qui pèsent contre lui, et le 20 juin 2003, il est libéré de prison. Cela dit, l'enquête qui lui a valu sa réintégration tourne court parce que le suspect refuse totalement de parler à l'informateur, sans qu'il ne puisse expliquer pourquoi. Mais ça n'a de toute façon pas grande importance parce qu'au mois de décembre 2003, Scott est condamné à 3 ans de mise sous probation fédérale pour les méfaits qu'il a commis en Alaska. Une mise sous probation étant incompatible avec une collaboration officielle avec le FBI, l'agence fédérale ne peut donc plus lui confier de mission, ni même le rémunérer pour ses services, ce qui provoque la révocation définitive de son statut d'informateur. Voilà, maintenant vous en savez autant que Gary Thatcher après sa conversation avec Karl Schlaff. Il est à noter qu'en janvier 2006, l'enquêteur était d'ailleurs à la recherche de Scott parce qu'il était remonté jusqu'à lui dans le cadre d'une enquête pour une énième affaire d'escroquerie. Plus Gary va creuser dans son passé, et plus il va découvrir des coïncidences troublantes, et vous allez voir qu'il n'est pas au bout de ses surprises, parce qu'il s'apprête en fait à lever le voile sur le monstre qui se cache derrière le masque de l'ex-informateur. En plus d'être possiblement lié à la disparition de 3 jeunes femmes, l'homme serait également impliqué dans un accident domestique dont son propre fils, Justin, a été victime. En effet, alors que Gary pousse son enquête, des collègues de la ville de Louisville, près de Boulder, dont Scott est originaire, lui apprennent que des investigations ont eu lieu à l'été 2004, après que l'enfant de 10 ans a révélé que son père a voulu le tuer. Retour en 2004, le 14 juillet au soir. Scott joue dans le jardin avec ses 2 fils, et pendant une brève absence de Cody, le plus jeune des deux, une lourde grille en métal tombe sur son frère, qui est blessé à la jambe et au dos. Son père décide de l'emmener lui-même aux urgences, et Laurie l'y rejoint peu de temps après, mais à l'hôpital, Justin n'est plus du tout dans l'état dans lequel il était quand il est parti avec Scott. L'enfant était certes blessé, mais pas grièvement, et surtout, il était conscient. Quand sa belle-mère arrive sur place, il est ensanglanté, vomi et convulse, et son pronostic vital est engagé. Scott raconte à sa femme que, pendant le trajet vers l'hôpital, Justin a voulu passer la tête par la fenêtre de la voiture pour vomir, mais que, dans la confusion, il a ouvert la porte, ce qui l'a fait chuter du véhicule qui roulait à vive allure. L'enfant est placé pendant 2 semaines dans un coma artificiel, et contre toute attente, il s'en sort, mais les premiers mots qu'il prononce à son réveil font froid dans le dos. Pourquoi est-ce que papa m'a fait ça ? Sa version n'est pas du tout la même que celle qui a été donnée par Scott parce que Justin, lui, affirme que c'est son père qui a volontairement fait tomber la grille en métal sur lui et l'a ensuite projeté hors de la voiture. Une enquête est ouverte, mais en l'absence de preuves, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Un neurochirurgien dit qu'il est possible que l'accident de l'enfant, puis son coma, ait affecté sa mémoire, ce qui ne joue pas en sa faveur et finalement l'affaire est classée. Scott semble être absolument outré par les accusations qui ont été portées contre lui par son fils, et pourtant, elles ne surprennent pas Larissa Hens, la mère de Justin et Cody, et seconde épouse de Scott. Elle tente depuis des années de récupérer la garde exclusive de leurs enfants, et depuis leur divorce, elle a par 2 fois accusé son ex-mari de l'avoir enlevé sous la menace d'une arme, puis violée. La première fois, Scott n'a pas été poursuivi, faute de preuves, et la seconde, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui, mais c'est dans ces eaux-là qu'il est devenu informateur au FBI. Laurie, son actuelle femme, a quant à elle été plusieurs fois témoin du comportement déplacé du père de Justin à son égard. L'homme allait jusqu'à humilier son fils en l'appelant Suzy, juste parce qu'il le trouvait trop efféminé. Juste après cet événement, qui poussait déjà à se poser des questions, une 4e disparition mystérieuse vient se greffer à la liste. Pendant la convalescence de Justin à l'hôpital, l'oncle de Scott, Terry Kimball, vient s'installer temporairement chez le couple pour les aider à s'occuper de Cody. L'homme de 60 ans arrive chez son neveu et sa femme avec un semi-remorque, ses 2 chiens et une mallette remplie de milliers de dollars qu'il a retirés sur son compte épargne après son divorce. Laurie, elle, espère qu'il ne va pas s'attarder trop longtemps chez eux parce que Terry est assez maladroit socialement, il boit beaucoup et surtout, il se promène parfois à poil dans la maison.
Il se trouve que son vœu est exaucé assez rapidement parce qu'un jour, en rentrant chez elle après sa journée de travail, elle constate que le placement du mobilier a été repensé à l'intérieur et elle trouve son mari dans le jardin, en train d'essayer de nettoyer une tache sur leur canapé en cuir blanc. Laurie demande à Scott ce qu'il s'est passé et il lui répond que l'un des chiens de son oncle a vomi dessus, ce qu'elle trouve assez bizarre parce que ladite tache ne ressemble pas tellement à celle qu'aurait pu laisser du vomi de chien. Cela dit, elle n'a jamais eu le fin mot de l'histoire parce qu'elle n'a pas revu Terry Kimball. Son neveu raconte qu'il a gagné une petite somme sympathique à la loterie et qu'il est parti en direction du Mexique avec une stripteaseuse. En vérité, depuis tout ça, personne n'a plus jamais eu de ses nouvelles, ce qui porte le total de personnes disparues ayant croisé la route de Scott Lee Kimball très peu de temps avant à 4. Et si Gary Thatcher ignore pour l'instant tout de la disparition de Terry Kimball, c'est bien lui qui fournit indirectement une excuse pour pouvoir mettre son neveu derrière les barreaux. En effet, l'enquêteur est à présent convaincu que Scott est un meurtrier, et maintenant, il y a même Johnny Grusing, un agent du FBI, qui mène les investigations avec lui. Malheureusement, faute de preuves qui puissent le lier à l'une des disparitions dont on le soupçonne d'être responsable, il est impossible pour les autorités de procéder à son arrestation. Sauf si Scott a chez lui des armes, alors qu'il est sous probation, et ça tombe bien, parce que son oncle lui en a justement laissé quelques-unes, ce qui permet à Gary et Johnny d'émettre un mandat d'arrêt contre lui. Scott Lee Kimball est donc finalement arrêté le 14 mars 2006 en Californie, après une course-poursuite avec la police longue de 420 km qui a duré 3 heures. Suite à sa mise en détention, Laurie remet aux autorités les effets personnels de son mari, dont une boîte dans laquelle sont découverts le chapeau Subway de Casey, son agenda et son emploi du temps, écrit à la main, pour la semaine où elle a disparu. En fouillant sur son PC, Gary et Johnny y trouvent des centaines d'images et de vidéos de femmes torturées, mutilées et tenues sous la menace d'une arme, mais aussi de nombreuses fictions dont le protagoniste est un tueur en série du Kansas. Cela dit, Scott refuse d'avouer quoi que ce soit et, sans corps ni aveu, il reste impossible de l'inculper du meurtre de qui que ce soit. Mais un premier pas est fait dans cette direction quand, le 30 septembre 2007, un chasseur découvre des os dans une zone isolée du nord du Colorado. Des restes qui, selon toute vraisemblance, appartiennent à une jeune femme. Les autorités commencent petit à petit à connecter les points en trouvant un reçu qui prouve que le lendemain de la disparition de Casey McLeod, Scott s'est rendu à Walden, une ville située non loin de l'endroit où ont été trouvés les ossements, qui étaient jusque-là non identifiés. Un test ADN permet de confirmer qu'il s'agit bien du corps de la fille de Laurie, disparue en 2003 à l'âge de 19 ans, mais malgré cette triste découverte, il n'y a pour le moment aucune preuve directe qui puisse relier Scott à sa mort. Heureusement, le passé d'escroc de l'homme va jouer en faveur des enquêteurs, parce qu'il est actuellement incarcéré dans le Colorado, un état qui, contrairement à la France, punit très sévèrement le multirécidivisme. Une autre de ces arnaques a été mise au jour récemment et son casier judiciaire long comme le bras pourrait permettre au procureur de requérir contre lui une peine de 48 ans d'emprisonnement. L'État du Colorado décide donc de proposer un marché à Scott s'il mène Gary et Johnny au corps des personnes qu'il a tuées et qu'il plaide coupable de leur meurtre ensuite. Aucune peine additionnelle ne sera requise contre lui. En revanche, s'il refuse, les investigations se poursuivront et si les dépouilles des victimes sont retrouvées, il risquera non plus 48 ans de prison mais la peine de mort. Scott accepte le marché et mène les enquêteurs à un premier corps, celui de Liane Emery. Il s'avère qu'après avoir pris contact avec elle, le meurtrier a vu qu'elle était vulnérable et isolée, et il l'a entraînée à commettre de nombreuses escroqueries avec lui. La jeune femme n'est en réalité jamais partie au Mexique, comme elle l'avait dit à ses proches, mais en voyage avec Scott, un voyage durant lequel ils ont volé des milliers de dollars dans 4 États différents, et qui s'est soldé par la mort de Liane. Le meurtrier s'est rendu avec elle à Bryson Canyon, dans l'Utah, et il lui a tiré une balle dans la tête, en haut d'une falaise. Le second corps auquel Scott mène Gary et Johnny, c'est celui de Terry Kimball, son oncle, qu'il a tué puis enterré près de Vail Pass, dans le Colorado, après lui avoir volé la mallette qui contenait son épargne. Les restes de Jennifer n'ont, eux, pas été retrouvés, parce qu'après avoir conduit la police à plusieurs endroits différents, le tueur en série a fini par révéler qu'il avait oublié où il en avait disposé. On sait malheureusement peu de choses sur la façon dont elle a trouvé la mort, tout comme c'est le cas pour Terry et Casey, même si Scott a affirmé que cette dernière est décédée d'une overdose d'alcool et de drogue. L'absence du corps de Jennifer rend l'accord passé avec l'État du Colorado caduc,
Et le 8 octobre 2009, à l'âge de 43 ans, Scott Lee Kimball est condamné à une peine combinée de 70 ans de prison pour toutes ses fraudes et les 4 meurtres pour lesquels il a accepté de plaider coupable. Le FBI soupçonne fortement le meurtrier en série d'avoir tué au moins 2 autres personnes, et certaines sources disent que ça va jusqu'à 21, ce que le concerné nie, alors qu'il s'est lui-même vanté auprès d'autres prisonniers d'en avoir tué des dizaines, pour reprendre ses mots. Scott aime d'ailleurs dire à qui veut bien l'entendre que les agents fédéraux sont stupides, sûrement parce qu'il a réussi à tuer 3 femmes alors qu'il était informateur pour le FBI, mais en 2017, il a lui-même été piégé par le FBI aidé d'un autre détenu quand il a tenté de s'échapper de prison. Cher, comme on dit. Au final, Scott Lee Kimball a, comme beaucoup d'autres meurtriers avant lui, ciblé spécifiquement des femmes qui avaient un mode de vie marginal ou un passé difficile, parce qu'il pensait probablement que la police ne s'investirait pas ou très peu dans l'enquête concernant leur disparition. Il a malheureusement eu raison et la même chose semble avoir tendance à se produire aussi quand la victime est issue d'une minorité ethnique, comme ça a été le cas dans l'affaire Richard Doreau par exemple, que j'ai récemment traité sur la chaîne. J'espère que cette folle histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI. Et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!